Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'étoffe d'un chef. Je suis un vulgarisateur en histoire politique du XXe siècle. J'ai fait un certain nombre de vidéos, notamment sur plusieurs chefs d'État comme Kadhafi, Saddam Hussein. J'ai fait des vidéos sur l'Algérie. Et je vous invite à aller voir mes vidéos sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous avons une interview pour la première fois sur cette chaîne, puisque j'ai invité Xavier Driancourt, qui est donc ambassadeur, qui a été, disons, ambassadeur de France en Algérie à deux reprises, hein, comme on va en parler. Il est aussi l'auteur d'un livre qui est L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. J'ai effectué une recension de ce livre par ailleurs sur ma chaîne précédemment, ça va être l'occasion aussi d'en reparler avec lui. Merci, Monsieur Driancourt, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je voudrais vous poser une première question peut-être qui peut paraître un peu triviale, mais je pense qu'elle peut être importante pour démarrer. Vous avez été ambassadeur de France dans plusieurs pays, pas seulement en Algérie, hein, il me semble. Comment est-ce que vous décririez la mission d'un ambassadeur? Finalement, qu'est-ce qui se passe quand on est ambassadeur et qu'on se lève le matin? Quelle est finalement la nature de cette profession? Je crois que c'est un métier très particulier parce que qui ressemble sans doute à aucun autre, parce que l'ambassadeur dans le système politique administratif français, au terme du décret sur les ambassadeurs, l'ambassadeur représente le président de la République, le Premier ministre et chacun des membres du gouvernement. Donc l'ambassadeur n'est pas le représentant du ministre des Affaires étrangères ou du seul ministre des Affaires étrangères, il est le représentant de chacun des membres du gouvernement. Donc voilà, qui n'est pas lui-même. Moi, quand j'étais ambassadeur à Alger, je n'étais pas Xavier Driancourt, j'étais le représentant de la République française. Donc, vous vous levez le matin en vous disant je ne vais pas aller à la pêche aujourd'hui ou je ne vais pas aller, je ne sais pas, au café. Je suis le représentant de la France. Et donc, voilà, vous êtes investi d'une responsabilité très particulière. Donc, voilà, le Oui. matin, en vous levant, vous avez un emploi du temps qui est un officiel parce que vous êtes le représentant d'un pays et d'un gouvernement. Finalement, quand vous vous exprimez, c'est presque la France que vous représentez, c'est la France qui parle par votre bouche. Exactement, Oui. exactement. Et dans ce qu'on appelle les lettres de créance, qui est le document officiel qu'un ambassadeur remet au chef de l'État du pays qui l'accueille à son arrivée, quand on arrive dans un pays, on remet ces lettres de créance. Il est écrit dans ces lettres de créance, signées par le président de la République française, il est écrit à, par exemple, M. Abdelaziz Bouteflika, qui était le chef de l'État algérien au moment où j'y étais, il est écrit « Monsieur le Président, veuillez croire tout ce que vous dira M. Xavier Driancourt, parce que quand il s'exprimera en mon nom et au nom de la République française. » C'est marqué cela dans les lettres de créance. Donc voilà, vous avez Très tout intéressant. résumé. Je vois que la forme a un sens, hein, la lettre, cette lettre de créance a un sens finalement assez profond. Alors, je vous demanderais maintenant, quelle est la différence fondamentale entre l'ambassade à Alger et n'importe quelle autre ambassade sur la surface de la planète? Mais c'est assez particulier parce que l'Algérie, comme je l'explique dans ce livre et comme vous l'avez expliqué dans la recension que vous avez faite, l'Algérie, c'est à la fois de la diplomatie, de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Donc, c'est ça la différence fondamentale. J'étais il y a 20 ans ambassadeur de France en Malaisie. En Malaisie, je m'occupais de tas de choses, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Mais
la Malaisie, il n'y a pas énormément de monde qui en France s'intéresse ou connaît la Malaisie. Alors que l'Algérie, nous avons en France à peu près 4 à 5 millions de personnes qui ont un lien avec l'Algérie. Les binationaux, les immigrés, comme on dit, ou les Français d'origine algérienne, plus les pieds noirs, plus tous ceux qui ont fait la guerre. Donc en tout, vous avez à peu près 7 millions de personnes. 7 millions de personnes, c'est-à-dire 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie. Du coup, l'ambassadeur, il sait qu'il y a, je ne dis pas que j'ai 7 millions de followers, mais l'ambassadeur, il sait qu'il y a un certain nombre de personnes, et souvent un très grand nombre, des associations, des particuliers comme vous, des partis politiques, des groupements divers, des anciens combattants, en plus des officiels qui suivent l'activité de l'ambassadeur. Et j'avais remarqué justement que parmi tous les candidats à l'élection présidentielle qu'on vient de vivre, il y en avait 12, et sur les 12, il y en a deux quand même dont les parents ont vécu en Algérie. C'est Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Ce qui fait quand même une proportion déjà qui donne un Oui, bon oui, oui, 2 sur 12, c'est beaucoup, plus Jean-Marie Le Pen qui a été qui a soldat. été en Algérie. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait plusieurs personnes qui ont un lien avec l'Algérie parmi les candidats à l'élection présidentielle. Alors, vous avez effectué deux passages à l'ambassade d'Alger. Alors, vous me dites si je me trompe, hein, c'est l'un entre 2008 et 2012 Oui, oui. et l'autre entre 2017 et 2020. Alors, je me demandais quel genre de crise vous avez dû traverser pendant ces deux passages. Oui, la caractéristique de l'Algérie, compte tenu de ce qu'on a dit là, c'est que effectivement, pour un ambassadeur, il y a souvent des, j'allais dire, il y a des hauts et des bas qui suivent un peu la courbe des relations officielles France-Algérie, c'est-à-dire il y a des périodes haussières et puis il y a des périodes baissières, difficiles. Alors pendant mes 2 séjours, j'ai connu des crises diverses. Le premier séjour, j'ai eu dès mon arrivée une froideur, si je peux dire, de la part des Algériens parce que un juge français avait arrêté et mis en prison le chef du protocole de Bouteflika. Et donc, ça a fait inévitablement des tensions entre les deux pays qui ont duré à peu près 2 ans. Et mon deuxième séjour, ça a été la crise que je raconte dans le livre du Irak, c'est-à-dire la révolution populaire algérienne qui a finalement mis fin au règne de Bouteflika. Donc, 2 séjours qui ont été marqués par des difficultés et des crises. Bah, justement, vous parlez du Irak. Je voulais justement vous demander, est-ce que vous pouvez peut-être décrire brièvement ce que fut le Irak et est-ce que le Irak a représenté un mouvement démocratique sincère? Parce que je crois que c'est un peu comme ça qu'on l'a interprété ici en France. Et est-ce qu'on avait raison finalement d'y placer des espérances, à votre avis? Le Irak était, je crois, un mouvement démocratique sincère. Les gens en avaient marre. Les gens en avaient marre. Regardez en France, déjà au bout de 5 ans, les Français veulent changer de tête, à la tête de l'État. Au bout de 20 ans de Bouteflika, et après 5 années pendant lesquelles le président algérien ne pouvait plus parler ou ne pouvait plus s'exprimer publiquement, ne recevait plus personne, les Algériens en avaient marre. Et donc, ils aspiraient à davantage de, de démocratie, bien sûr, à davantage de liberté. Le régime algérien n'est pas une dictature au sens Bachar el-Assad ou au sens Kadhafi. Le régime algérien est un régime autoritaire et voilà, les gens aspiraient à davantage de liberté, davantage de démocratie. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ils en avaient marre de 20 ans des mêmes qui gouvernaient.
Oui, je comprends. C'est vrai que voir un président en fauteuil roulant, finalement, qui ne parle pas, qui s'exprime pas, c'est Oui, finalement parce très qu'il y a déroutant et ça donne une il idée y a une finale. espèce de fierté algérienne. Oui, bien sûr. Une espèce de fierté. Ce pays, ce peuple a conquis son indépendance par la guerre, pendant une guerre qui a duré 7 ans contre la France. Donc il y a une fierté et il y avait une profonde, j'allais dire, tristesse ou déception, honte à ce que le pays était dirigé par quelqu'un qui ne pouvait plus l'incarner. Oui. Alors, si vous voulez bien, parlons un petit peu de l'influence culturelle française, en Algérie. Il me semble, alors vous avez dit ça dans votre livre, hein, qu'il y a, des instituts français. Il y a 5 instituts Oui. français, en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, quel est le rôle de ces instituts? Est-ce qu'ils sont les seuls à être, comme ça, le porte-flambeau de l'influence culturelle française? Alors, je crois que c'est une caractéristique de la diplomatie française depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, d'avoir un instrument culturel, d'avoir un rôle de diffusion de la culture, de la langue française. Et en Algérie, les instituts français constituent un instrument exceptionnel d'influence. Parce que ce sont des endroits de liberté où les jeunes peuvent aller, venir, garçons et filles. C'est un endroit où on peut trouver de la lecture, des livres, où on organise des débats. J'ai fait venir Dominique de Villepin, j'ai fait venir Hubert Védrine, j'ai fait venir Azouz Begag, j'ai fait venir donc différents auteurs, hommes politiques. Manuel Valls, qui est venu pour la première fois en Algérie quand il était simple maire d'Evry et député. Il ne connaissait pas l'Algérie, je l'avais invité à venir faire une conférence sur la gestion d'une cité multiculturelle ou pluriethnique, comme on voudra. Et donc, voilà, j'ai fait venir beaucoup de politiques, d'hommes de culture ou de femmes de culture qui sont venus faire une conférence et ces conférences avaient toujours un succès fou parce que voilà, c'est un lieu de liberté intellectuelle. Et ces 5 instituts, je tiens à travers votre émission, à leur rendre hommage parce qu'ils font un travail formidable. Très intéressant. C'est vrai qu'on parle rarement de Et ça en France, donc les Anglais avec le British Council, les Allemands avec le Goethe Institute, n'ont pas le même dispositif que nous avons. Et ils nous envient fortement ces instituts français. il me semble qu'il y a un 6e institut que vous mentionnez dans votre livre, qui est Oui, l'Institut français de Tizi Ouzou, c'est bien ça? oui, tout à fait. Heu et il a été fermé en 94, 14. dans le contexte de la guerre et il n'a jamais rouvert, hein, c'est ce que vous dites? Oui, Est-ce que finalement pourquoi ne le rouvre-t-il pas? Est-ce que le régime soupçonne l'existence de liens entre peut-être les Kabyles et la France et il cherche à le défaire peut-être? Est-ce que c'est ça la cause ou est-ce que c'est autre chose? officiellement, on nous dit que c'est pour des raisons de sécurité. Et j'ai tenté à 2 reprises de rouvrir l'Institut français de Tizi Ouzou. Mais la principale raison, vous l'avez dit, c'est parce que la Kabylie, c'est une région particulièrement sensible en Algérie. Le pouvoir algérien soupçonne la Kabylie d'être irrédentiste ou de vouloir un peu son autonomie. Et donc, tout ce qui se passe à Tizi Ouzou est très surveillé. Et dans le fond, ils ne tiennent pas à ce que la France se réinstalle à Tizi Ouzou. D'accord. Une question peut-être un peu, plus complexe et certainement un peu polémique. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une telle différence de renommée, de réputation entre l'éducation française et l'éducation, algérienne? Est-ce que l'arabisation, comme on le dit, parfois, est la cause de cette telle différence? Puisqu'il me semble quand même que l'éducation française est d'une très grande réputation, en Algérie encore aujourd'hui. Oui, vous l'avez dit, l'arabisation, je crois, est une source de préoccupation pour beaucoup de jeunes étudiants algériens, pour la simple raison qu'ils font leurs études souvent en langue arabe et qu'ils arrivent à l'université où beaucoup de matières sont enseignées en français.
Et donc, voilà, il passe du jour au lendemain d'un enseignement en arabe à un enseignement, à l'exception du droit, de la sociologie, des matières un peu littéraires, à un enseignement en français. Donc, voilà, c'est une des sources, une des principales différences et un des principaux attraits de l'éducation et de l'université française pour les étudiants algériens. Vous avez eu la chance de rencontrer, Bouteflika, et vous racontez d'ailleurs dans un passage du livre, ce déjeuner que vous avez eu, en sa compagnie. Oui, D'ailleurs ce passage m'a fait sourire puisque, il y, exprime son point de vue sur le conflit libyen, en expliquant que, oui, 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 la Libye est un conglomérat de tribus et que c'était finalement très maladroit, de la part de la France et de l'Occident, d'intervenir en Libye, que oui, c'était même, cause de guerre civile, pour, ce pays. Ça m'a fait sourire parce que, voilà, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait une vidéo sur Kadhafi où j'exprime plus ou moins le même point de vue, donc j'étais très content de voir que Bouteflika approuvait un peu ma conclusion, sur ce sujet. Alors, j'avais quelques questions à vous poser à son sujet. D'abord, personnellement, quel effet vous a-t-il fait? Moi, je sais que les fois où je le vois intervenir, à la télévision, Bouteflika, je trouve qu'il s'exprime dans un français très élégant. Est-ce qu'il vous a fait une bonne oui. impression? Oui, c'est exact, hein, à la fois c'est quelqu'un qui manie très bien la langue française parce qu'il fait partie de cette génération qui a été éduquée entièrement en français. Et puis, d'autre part, vous me posez la question quel était mon sentiment. Ben, d'autre part, j'avais le sentiment de rencontrer un des derniers géants de l'histoire. Euh, la première fois que je l'ai rencontré en 2008, en présentant mes lettres de créance à Bouteflika, j'avais en face de moi quelqu'un qui avait connu le général de Gaulle, qui avait connu Michel Debré, qui avait connu François Mitterrand, qui avait connu Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, quand il racontait ses entretiens avec ces différents personnages que je viens d'évoquer, ben voilà, vous avez l'impression d'avoir en face de vous une partie de l'histoire de France, de l'histoire du monde. Donc, c'est un sentiment, bah, il n'y a que dans ce métier d'ambassadeur qu'on peut avoir cette rencontre. Oui, parce que c'est finalement le dernier, des chefs du FLN, puisque, en fait, quasiment tous les présidents qui ont Oui, suivi, enfin Ben Bella, Boumedienne, Chadli, en fait, Bouteflika sont tous de la même génération. oui, oui, oui. C'est la génération de l'indépendance, et donc c'est sûrement le dernier, là, c'est une C'est génération le qui est très vieille. dernier. Et voilà, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Mais, je me demandais, Bouteflika, il est arrivé en 99, accompagné d'une sorte de, disons, de message d'espoir. Il fallait que l'Algérie renaisse après cette guerre civile atroce, qui l'avait ensanglanté dans les Oui. années 90. Alors, est-ce que est-ce qu'on peut dire qu'il a tenu son pari? Est-ce qu'il a réussi à redresser l'Algérie comme il a voulu, ou qu'il a en tout cas dit vouloir le faire? Est-ce qu'il a pu aussi améliorer le développement de son pays? Est-ce que, ce bilan finalement a été bon ou plutôt mauvais selon vous? Mais le bilan, il est, comme souvent un bilan, il est partagé. Il y a du plus, il y a une colonne de plus et une colonne de moins. Dans la colonne des plus, il a effectivement réussi à mettre fin à la guerre civile algérienne qui avait fait à peu près 200-250 000 morts. Donc, il a réussi à pacifier le pays. Je crois aussi qu'il a bénéficié d'une conjoncture exceptionnelle, c'est-à-dire il a bénéficié de la période de hausse des prix du pétrole, ce qui a donné quand même beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Il a bénéficié de l'effet 11 septembre, ce qui est important parce que euh, après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont compté leurs alliés dans le monde. Et l'Algérie était un de ces alliés, et donc ça donnait l'occasion à Bouteflika de revenir dans le jeu diplomatique. Et puis il a bénéficié, j'allais dire, de l'effet Chirac, parce qu'il s'entendait bien avec Jacques Chirac, et donc il y avait une relation, ça a été une période assez forte entre les deux pays, France et Algérie. Donc voilà, ça c'est la colonne des plus. La colonne des moins,
Mais dans le fond, il a réussi un certain nombre de choses, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas réussi à réconcilier les Algériens avec eux-mêmes et l'enrichissement du pays à cause de la hausse des prix du pétrole a généré une corruption, hein, une forme de corruption et c'est une des raisons de la chute de Bouteflika au bout de 20 ans. Vous imaginez bien tout ce que ça peut entraîner comme inégalité et comme abus. Et justement, je voulais vous parler un peu de cette corruption. Alors, vous évoquez Abdelmadjid Tebboune dans votre ouvrage, donc Oui, actuel président, mais quand vous l'évoquez dans votre ouvrage, c'est aussi pour parler de son action en juillet 2017, donc un peu avant. Vous oui, expliquez quand qu'il il avait était mené Premier ministre, hein, quand Bouteflika l'a nommé Premier ministre, oui. oui, c'est cela, il avait mené une campagne anticorruption, si j'ai bien Oui, compris. Est-ce que finalement, je voulais vous demander, la corruption en Algérie, c'est quoi? Est-ce que c'est, des législations, avec du favoritisme? Est-ce que c'est, des tarifs douaniers qui sont faits des quotas faits d'une certaine manière pour arranger certains personnages? Je voulais demander d'abord quelles sont les formes les plus courantes de corruption? Et puis est-ce que, mettre fin à la corruption, c'est pas finalement une tâche impossible? mais la corruption, il y a de la grande et il y a de la petite corruption. La grande corruption, c'est la corruption qui tourne autour des marchés publics, des contrats pétroliers, de l'attribution de certains marchés, parce que l'économie algérienne est encore une économie largement étatisée, et donc l'attribution de certains marchés, à- par exemple les marchés d'autoroutes, de BTP, de construction d'hôpitaux, de logements, etc., à des amis du pouvoir, ça c'est ce que j'appelle la grande corruption. Mais il y a aussi la petite corruption que chaque Algérien rencontre dans sa vie quotidienne. Graisser la patte d'un policier pour éviter une contravention, pour obtenir un document officiel à la mairie, pour mettre son dossier au-dessus de la pile pour avoir une chance d'être écouté. Donc voilà, tout cela a contribué, encore une fois, je vous le disais, à la chute de Bouteflika et au Irak, bien sûr. Et est-ce que combattre la corruption, est-ce une tâche impossible ou pensez-vous que c'est possible? Tout est affaire de volonté politique, hein. Tout est possible. Tout est possible. Dans tous les pays, pas seulement en Algérie. C'est une affaire de volonté politique et de durée. Vous écrivez que le visa, alors ça c'est une phrase que j'avais repris, aussi dans ma vidéo, le visa joue un rôle de régulateur du mal-être algérien. Je l'avais cité dans ma vidéo et là je vous demanderais si vous voulez bien de expliciter un peu qu'est-ce que vous entendiez par là? Ce que je voulais dire dans le livre par là, c'est que dans une société qui peu ou prou va mal, ne va pas très bien, compte tenu de tout ce qu'on a dit, la corruption, le malaise social, etc. Dans une société qui va mal, il y a un certain nombre de soupapes, de régulateurs. Et ces soupapes, ce sont le sport, le football notamment, la violence, parce que l'Algérie est une société violente, la religion, on se réfugie dans la religion, dans les mosquées, et puis les visas. C'est-à-dire les visas sont une sorte de soupape ou de régulateur du mal-être de la société. Quand vous avez des soucis, des ennuis, dans une société qui va mal, mais les gens se réfugient, certains dans la religion, ce qui est parfois dangereux, certains dans le sport, ils se défoncent dans le sport, d'autres dans la violence, ce qui est aussi dangereux, et d'autres espèrent avoir un visa pour aller une fois, 2 fois dans l'année en France ou en Espagne. Donc le visa joue un rôle voilà, de régulateur de ce mal-être. Il a une fonction très politique dans le fond.
Alors, vous avez fait passer le nombre de visas de 420 000 en 2017 à près de 270 000 l'année suivante. Donc, Oui, vous avez fait preuve de, enfin, vous avez appliqué les. c'est l'inverse. Il est passé de 270 000 à, voilà, le nombre de visas a baissé de moitié. Oui, il a été divisé. Donc, oui, c'est de Oui, oui, 420 000 et ensuite 270 000 l'année suivante. voilà. C'est ça. Euh, alors, personnellement, oui, je voulais préciser, moi, j'ai aucun problème avec cette décision. Je trouve qu'elle est juste que il y avait une anormalité. On avait laissé faire, disons, une sorte de situation anormale dans le nombre de ces visas. Donc, je ne remets pas personnellement en cause cette décision qui est la vôtre. Simplement, parmi mes abonnés, il y a beaucoup d'Algériens. Il y a très certainement des Algériens qui ont essayé d'obtenir un visa, qui ont été déboutés de leur demande et peut-être qu'ils ont pu en concevoir voilà, une amertume contre la France, peut-être même contre vous, votre personne. Oui, oui, oui. Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire finalement, à leur répondre? Je réponds franchement ce que je disais déjà à Alger, c'est-à-dire le visa, c'est encore aujourd'hui un acte de souveraineté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit au visa. Si moi je veux aller en Russie, si je veux aller aux États-Unis, qui est le pays le plus libéral au monde, ou qu'on cite comme le pays le plus libéral au monde, il faut que j'ai un visa, où je dois remplir tout un questionnaire dans lequel je jure ne pas être communiste, dans lequel je jure ne pas vouloir attenter à la Constitution américaine, etc. Donc, moi, je remplis sans difficulté ce formulaire pour aller aux États-Unis et je disais aux Algériens que pour venir en France, pareil, ce n'est pas un droit, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Ces conditions, elles sont fixées par les accords de Schengen, donc ce sont les mêmes pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour l'Allemagne. Voilà, c'est quelque chose. Alors je comprends parfaitement les colères, les frustrations de ceux ou de celles qui n'ont pas obtenu de visa et qui s'estiment lésés. Mais voilà, la loi, c'est la loi et elle s'applique à tous. Bon, très bien, merci en tout cas de cette réponse franche, mais très intéressante. Pensez-vous que les Algériens véhiculent, alors c'est quelque chose qui se dit souvent, hein, je l'ai souvent entendu. Est-ce qu'ils véhiculent une pensée un peu haineuse contre la France? Voilà, la France, c'est la puissance colonisatrice, c'est une puissance vue comme manipulatrice et excessivement vorace, hein. Il y a beaucoup d'entreprises françaises en Algérie. Et pourtant, ces Algériens sont très nombreux à venir en France et à désirer venir en France. Alors, bah, je me demandais, est-ce qu'il y a ici un paradoxe? Est-ce que, et si oui, comment expliquer ce paradoxe? Oui, vous avez raison. Je vois que vous connaissez bien le sujet, mais c'est un paradoxe. Travailler Les gens, beaucoup en tout cas, critiquent, insultent la France parce que la France représente l'image de l'ancien colonisateur, parce que chacun a eu dans sa famille des gens, des parents, des grands-parents, des ancêtres qui ont souffert, faut bien employer le terme, de la colonisation française, ou qui ont été maltraités, ou qui ont été écartés, ou qui ont été spoliés, ou qui ont été fusillés, qui sont morts. Donc, et puis en plus, il y a l'histoire telle qu'on la raconte dans les manuels d'histoire algériens, c'est une histoire officielle qui dépeint la France comme le colonisateur odieux. Donc, chaque Algérien a dans ses gènes cette image de la France. Mais en même temps, de l'autre côté, chaque Algérien a un oncle, une grand-mère, un cousin, un frère qui est en France, à Marseille, à Lyon, à Paris, à Bordeaux. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a à peu près 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie. Donc, voilà, chaque Algérien a envie d'aller voir sa grand-mère, son oncle, son cousin en France. C'est aussi simple que ça. Ou alors se dire, mais pourquoi moi, j'irai pas en France à mon tour?
Donc voilà le paradoxe. C'est le titre du livre, L'énigme algérienne. Ça résume un peu ce paradoxe, Oui, résume cette énigme. tout à fait. Je trouvais que votre livre, mérite d'être lu, surtout pour ce point-là. Il éclaire assez bien les paradoxes algériens et je pense même que les Algériens devraient aussi, le lire et essayer de comprendre un peu tout ça. Ça pourrait leur donner un éclairage sur eux-mêmes. Une question que je voulais vous poser sur, bon, voilà, on est dans l'après-guerre civile. Elle est terminée, semble-t-il, depuis, voilà, 99 ou le début des années 2000. Elle est finie néanmoins. Est-ce que les islamistes sont encore là? Est-ce qu'ils exercent une influence sur la politique, encore aujourd'hui, à votre avis? Oui, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, ce ne sont plus les islamistes barbus avec une Kalachnikov qui sont dans les maquis ou dans les montagnes et qui vont égorger une partie de la population algérienne. Bouteflika a fait cette forme de réconciliation entre la population et les islamistes, ce qui entre nous a d'ailleurs généré beaucoup de frustration, hein, parce que beaucoup d'Algériens n'étaient pas particulièrement heureux de voir revenir dans leur ville ceux qui, hier, avaient égorgé leurs frères ou leurs sœurs ou leurs parents. Mais donc, aujourd'hui, les islamistes sont revenus dans le jeu politique, social algérien, mais aujourd'hui, ils sont influents dans les mosquées, dans l'université, dans les écoles, et d'une certaine façon, ils sont aussi ou plus dangereux que leurs, leurs aînés des années 90-2000, parce qu'ils sont notabilisés. Et Oui, donc, j'ai trouvé une Algérie, parce que je connaissais l'Algérie, j'y étais allé à plusieurs reprises dans les années, vous n'étiez pas né, dans les années 70, de 1980, 90, j'étais allé en Algérie à ce moment-là, à plusieurs reprises, et j'ai trouvé, quand j'y suis allé en 2008 et revenu en 2017, une Algérie beaucoup plus conservatrice, religieuse, bigote, en quelque sorte islamisée, hein. Pas islamiste, mais islamisée, très religieuse. Et donc voilà, les islamistes sont revenus, ils sont dans la cité, présents dans la cité, avec tout ce que ça comporte. vous avez dit aussi que, le COMEFA et le CIHN, je vous avoue que je ne connaissais pas, hein, ces Oui, comités, enfin ces organes, ces institutions, hein, en lisant votre livre. Vous avez dit que ce sont des institutions trompeuses qui détournaient un peu la diplomatie française des véritables dossiers. Et vous êtes passé rapidement le dessus dans votre livre. Je voulais vous demander un peu qu'est-ce que vous entendiez, en disant cela? ce que je veux dire, ce que je voulais dire dans le livre par là, c'est que dans le fond, on s'épuise, entre guillemets, où on passe beaucoup de temps à des formalités protocolaires, rituelles, un espèce de rite avec l'Algérie que sont ces instances, le COMEFA, le Comité économique franco-algérien, ou le CIHN qui est présidé par les deux premiers ministres, qui est un espèce de conseil des ministres franco-algériens. Mais on passe beaucoup de temps à rédiger des ordres du jour, à rédiger des conclusions, des communiqués, des procès-verbaux, et on passe trop de temps par rapport à l'étude des vrais dossiers et à l'étude des vrais enjeux, des vrais problèmes de la relation franco-algérienne. Alors c'est une façon d'occuper le terrain, d'occuper les diplomates, mais on s'épuise dans tous les sens du terme, alors que pendant ce temps-là, nos petits camarades italiens, allemands, anglais, américains, et je ne cite pas les Chinois et les Turcs, euh, ne passent pas par des procédures comme les nôtres, mais obtiennent, font des marchés de manière beaucoup plus rapide. Et vous disiez, il me semble que les Italiens et d'autres, étaient beaucoup plus, spontanés, beaucoup plus,
ils ont beaucoup plus réactifs quand on leur proposait déjà. Beaucoup plus Ouais. réactif. Ben, regardez, aujourd'hui, les chiffres du commerce extérieur français sont là pour expliquer ce problème, hein. Et du coup, nos voisins, pas seulement les Chinois et les Turcs ou les Coréens, mais nos voisins de l'Union européenne, Allemagne bien sûr, mais Espagne et Italie, ont un commerce excédentaire avec l'Algérie et un commerce excédentaire tout court avec beaucoup de pays, une balance commerciale excédentaire. Donc voilà, ça illustre un peu nos problèmes. Bien, je vais vous poser une dernière question. Euh, les parts de marché françaises sont en diminution. Les questions liées à l'immigration, à mon avis, vont sûrement reprendre. Disons, je me demandais, est-ce que vous êtes pessimiste concernant l'avenir de relations franco-algériennes aujourd'hui? Je vous répondrai mieux dans 5 ans, parce qu'on verra dans le fond ce que sera le deuxième quinquennat du président de la République, s'il veut utiliser cette fenêtre de tir en quelque sorte avec l'Algérie, comme il a commencé à le faire dans son premier mandat. Mais d'une manière générale, je ne dis pas que je suis pessimiste, mais je ne suis pas très optimiste. Pourquoi? Parce que je crois que le président de la République a fait beaucoup de gestes vis-à-vis de l'Algérie durant son premier mandat et on peut Tout à les fait. compter, les comptabiliser les uns après les autres. Mais il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de répondant du côté algérien. Et donc, pour avancer, pour progresser dans ces relations bilatérales, il faut être deux. C'est aussi simple que ça, il faut avancer d'un même pas. Alors, voilà, ça dépend aussi beaucoup des Algériens. Je pense que les autorités algériennes ont un peu misé sur Emmanuel Macron, ont un peu parié qu'il serait le deuxième, qu'il ferait un deuxième mandat. Et donc, à eux, à elles aujourd'hui, de saisir cette opportunité et de répondre aux gestes qui ont été faits du côté français. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Là, je vois qu'on a fait 38 minutes et je trouve que c'est très bien. C'est tout à fait ce genre Bon, de format que j'espérais ben, faire. voilà. Pas trop long pour que les gens n'aient pas peur de cliquer sur la vidéo et en même temps pas trop court pour qu'on ait le temps de bien développer un peu. Donc, je vous remercie énormément. Je rappelle quand même le nom de votre livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Et Je le dédicace samedi au salon, au Maghreb du livre à l'Hôtel de Ville à Paris, parce que c'est un salon littéraire organisé pour tous les auteurs du Maghreb, où il y a énormément de monde. C'est organisé à l'Hôtel de Ville de Paris. Et je le dédicacerai. Et si vous trouvez une librairie dans votre région en Vendée, je suis prêt à aller faire une séance de dédicace à Nantes ou en Vendée, si vous voulez. mais j'essaierai d'y penser. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Et en tout cas, si donc je m'adresse à vos abonnés ou à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr, si vous avez aimé cette interview, si vous avez appris des choses, si tout cela a été instructif pour vous, eh bien, likez, commentez, partagez. Allez aussi sur mes réseaux, Twitter, Telegram, Facebook. Ça permettrait un peu de me soutenir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci à tous. Au revoir.